Bonjour à tous. Dans la langueur de l'été, les experts sont toujours là, fidèles au poste, au poste télé bien sûr, laissant l'actualité de côté et s'inquiétant des sujets de société pendant tout ce mois d'août. Aujourd'hui, nous allons parler capitalisme, croissance et décroissance. Pour en parler, un invité, Bruno Coleman, économiste, Head of Macro Research à la Banque de Grove Petercam et auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'économie et la philosophie de l'économie. Alors, je vais commencer tout de suite avec une question pour vous, Bruno Coleman. Est-ce qu'on est à la fin d'un monde, comme en 1929, on était aussi à la fin d'un monde, le monde agricole au sens large? Est-ce que vous avez l'impression que notre monde se finit pour l'instant? Non, nous ne sommes pas à la fin d'un monde, on est au début d'une ère digitale, d'une ère de mondialisation, et ce qui est très frappant, c'est que depuis 2008, qui était un choc important en termes de capitalisme, le capitalisme anglo-saxon a repris force, profitant de la digitalisation et de la mondialisation, et est en train aujourd'hui d'englober le monde dans une sphère marchande, avec de tels bouleversements qu'on voit de grandes entreprises comme Facebook qui pensent à lancer leur propre monnaie. Et donc c'est une mutation amplifiée du capitalisme. On n'est pas du tout dans les années 30 qui ont mis en cause la croissance, on est au contraire dans une lutte quasiment civilisationnelle entre le vieux capitalisme européen, rénan comme on le qualifiait, et cette sphère marchande anglo-saxonne qui devient maintenant normative au niveau du commerce. Eh bien, on va parler de tout cela avec trois experts qui vont vous titiller, j'espère. D'abord, Hamza Belakbir, chef de la version digitale de la revue Politique. Bonjour. Bonjour, Jacques. Emmanuel Foulon, chroniqueur et collaborateur politique au Parlement européen. Bonjour. Et Paul Grosjean, animateur du Club Grand Place et de Lobby. Alors donc, on a entendu, Hamza Belakbir, cette notion des deux capitalismes qui ne sont pas les mêmes. Que pense le marxiste que vous êtes? Le marxiste, mais directement les grands mots. Mais donc, allez, aussi surprenant que cela puisse paraître, je partage l'avis du constat posé par Bruno Coleman, dans le sens où je pense que le capitalisme, la digitalisation va un petit peu être ce critère qui va rendre de manière exponentielle, mais sur un autre repère, la question du capitalisme. Le fait que le capitalisme anglo-saxon s'accélère d'une manière vachement plus grande que celle du capitalisme européen, c'est que c'est dû aussi en partie au fait que l'État, dans l'Europe continentale, régule encore plus que c'est le cas dans le capitalisme anglo-saxon. On voit d'ailleurs que le capitalisme européen, dans sa tentative de métamorphose et d'adaptation avec la concurrence au-delà des frontières, fait que à chaque fois qu'il y a des politiques, on va dire, de droite qui ont comme projet politique que de dénoyauter l'État, de le défaire de ses outils de régulation pour pouvoir notamment arriver à une concurrence et pouvoir peser sur le marché mondial. Et c'est ça vraiment ce qui s'est passé ces dernières années, c'est cette dérégulation d'un côté et de l'autre côté la financiarisation du capitalisme? Oui, le point de rupture, ça a été la révolution qu'on qualifie de néolibérale, mais qu'on aurait dû plutôt qualifier de néocapitaliste de 79 et de 80 avec Thatcher et Reagan. Et de manière très sournoise, ce nouveau mode de pensée s'est imposé, faute de combattants, parce que finalement le maoïsme avait disparu en 76 avec la mort de Mao, et le marxisme-léninisme est tombé avec le mur. Et en fait, c'est une vision idéologique de l'économie qui part de l'idée que le marché, on parle d'ailleurs même d'économie de marché, c'est mieux que l'État. D'ailleurs, ça a conduit à démanteler tous les grands monopoles d'État dans le domaine de l'énergie, des transports et de la téléphonie, de la communication par exemple. Et on n'a pas compris ce choc parce qu'il nous a apporté croissance dans un premier temps, mais c'est un modèle qui est exigeant, qui est presque exténuant parce qu'il est basé sur la mobilité parfaite du capital, qui est d'ailleurs constatée, mais aussi sur la mobilité du travail. On parle d'ailleurs du marché de l'emploi comme si les humains étaient substituables. Ça, on n'y arrive pas, en fait. On n'y arrive pas, et c'est bien normal, parce qu'on a tous une stabilité, on aime tous une sorte de stabilité spatio-temporelle. Et dans un monde globalisé, ça prend une autre dimension, évidemment, parce que ça veut dire que si le salaire est trop élevé ou mal mis en œuvre dans une région où si la protection sociale est trop importante, on va externaliser le travail, profitant de la mondialisation dans un autre pays, quitte à réimporter les biens et services qui en découlent, ou on va ouvrir les portes de l'immigration, ce qui est en fait la même chose que l'externalisation, avec évidemment une rancœur sociale qui va se manifester, puisque le travail perd son lieu. On parle de déterritorialisation du travail en sociologie. Donc on vit
un mouvement, je crois, et ça rejoint votre analyse à mon avis, d'accélération du capitalisme et donc d'instabilité du facteur de production travail. Est-ce qu'on va dans le mur, Emmanuel Foulon, avec ce système peut-être un peu inarrêtable? Oui, je me demande si on n'a pas mis en place un système qui finalement a fini par nous dépasser. Il y a deux enjeux majeurs pour moi ici en ce début du XXIe siècle. C'est le changement climatique. C'est peut-être une découverte pour certains qui l'ont découvert juste avant la campagne électorale, mais pour d'autres un peu plus avertis s'en sont rendus compte il y a bien des années. Et le deuxième, c'est le travail. Je dirais même plus loin, sur le travail décent. On va être 10 milliards en 2050 et on a un vrai problème de la question de l'emploi de manière générale. Parce que ceux qui n'ont pas de travail maintenant sont des gens qui sont vraiment damnés. Et on est dans un système où si tu es en dessous de 30 ans, tu es trop jeune et trop inexpérimenté. Si tu es au-dessus de 50 ans, tu es trop vieux et tu es trop cher. Et donc tu vas passer 20 ans, tu passes 20 ans finalement de vie professionnelle plus ou moins décente. Donc il y a... Pour la majorité des gens, c'est un réel problème. Et vu qu'on prône dans le système actuel aussi le profit à tout prix, et le profit plutôt dans l'intérêt particulier plutôt que l'intérêt général, on en arrive à une étape où on est dans un épuisement des ressources, un épuisement aussi des humains, ou en tout cas de la condition humaine. Donc j'aurais du mal, évidemment, à dire que le système actuel est le système qui va pouvoir nous porter encore des années. Est-ce que ce système peut s'adapter? Mais la limite de l'épure, c'est en fait la biologie de l'humain au titre de producteur ou de consommateur. Et donc, dans une économie mondialisée, la fragilité de l'humain s'amplifie. Et donc, c'est un monde quasiment devenu schizophrénique parce qu'on doit avoir des humains pour consommer, mais on a peut-être trop d'humains pour produire. Et alors, l'autre point sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'effectivement, le système anglo-saxon, et vraiment je distingue le capitalisme rhénan qu'on a connu du capitalisme anglo-saxon dans lequel on est immergé depuis maintenant 40 ans, c'est un capitalisme d'anticipation et d'accumulation. En fait, les choses, on ne partage pas ce qui est accompli, on consomme ce qui n'a pas encore été produit, et ça conduit d'ailleurs à la financiarisation de l'économie. Et il ne faut pas être marxiste pour l'évoquer, c'est une réalité. On parle donc d'économie de marché, on parle d'actualisation du futur, donc de volatilité qu'on importe dans le présent. Et en termes climatiques, ça va très loin, parce que quand on dit qu'on consomme 2 planètes, ça veut dire que quand on commence l'année 2019, qu'on la termine, on a utilisé ce que la Terre a produit pendant un an, mais comme on a utilisé 2 terres, on revient au 1er janvier 2019. Si à un moment on utilisait 3 planètes, on reviendrait dans l'année 2018. Donc on ne permet pas à la Terre, comme l'écorce d'un arbre qu'on arracherait plus vite que met de temps l'arbre pour la reconstituer, on arrache l'écorce terrestre, et donc on est en train d'avoir un rapport au temps qui est complètement mortifère, puisque on emprunte notre propre futur. Et finalement, à un moment, il n'y aura plus d'aboutissement, en tout cas dans la paix sociale, je crois, et dans l'inclusion. Alors, Paul Grosjean, est-ce qu'il faut passer à un autre modèle, par exemple? Oui, mais lequel? Est-ce que ça existe? Oui, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de modèle de remplacement, entre guillemets. C'est un peu ça qui fait la force ou la faiblesse du capitalisme. Et moi, je voulais poser une question à Bruno, qui, fort justement, parle de la compétition entre le modèle rhénan et le modèle anglo-saxon et la Chine. Où se situe la Chine? Bon, on va me dire que ce n'est pas un modèle capitalistique. Quand même, enfin, ça c'est un débat, si je puis dire. J'ai mis un Colmao, justement. Voilà. Et donc, où est-ce que vous situez la Chine dans cette dualité entre le modèle rhénan et le modèle anglo-saxon? La Chine a un modèle capitaliste sui generis. Depuis 1978, c'est Deng Xiaoping qui avait parlé de socialisme de marché, ce qui est quasiment un oxymore finalement. Ils veulent un système d'économie de marché, mais encadré des forces du marché. Un modèle qui soit plus ou moins pacifiste. Max Weber, d'ailleurs, qui avait analysé la thèse du protestantisme comme terreau fertile au capitalisme, avait en fait assimilé le confucianisme à la réforme, en voyant des points de raccord. Alors on peut en discuter ici. Je pense que la Chine est plus proche d'un capitalisme rhénan, autoritaire, que d'une économie de marché plus furieuse et plus vorace que celle du capitalisme anglo-saxon. C'est un modèle dont le rapport au temps est tout à fait différent. D'ailleurs, les Chinois ne veulent pas être la plus première puissance du monde, ils veulent retrouver le rôle de première puissance du monde qu'ils ont perdu pendant quasiment 2 siècles. Alors tout n'est pas parfait en Chine, mais je crois que c'est un système qu'on doit absolument observer, parce qu'il est fondé, alors de nouveau, à tort ou à raison, on peut en débattre, sur la notion de l'État stratège, qui est une notion qui était inhérente au capitalisme rhénan, qui lui-même était fondé sur la vieille doctrine allemande de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, né dans les années 30, et qui était, on va dire, la conjugaison d'un libéralisme, mais
ordonnancée par l'État dans une contribution juste du travail du capital. Même dans le gaullisme, il y avait ce qu'on appelle le plan. Bien sûr. Donc, mais est-ce que ça veut le dire discours que de Bayeux, le discours de Bayeux, voilà. de Gaulle ne disait rien d'autre. Voilà. Bruno Coleman, ça veut dire que l'État doit être autoritaire pour être stratège? En tout cas, l'État a été dissous par les forces de marché, croyant que l'économie de marché allait naturellement donner le juste prix aux choses. Et on sait que ce n'est pas possible parce qu'une économie, un pays ne se gère pas comme une entreprise. D'ailleurs, il suffit de voir en Belgique que tous les grands travaux d'utilité publique ont été essentiellement réalisés avant le début de l'ère néolibérale. Et on en voit aujourd'hui les conséquences. Moi, je partage souvent cette image, mais on a eu des hommes politiques qui, après la guerre, sont passés en 13 ans des tickets de rationnement à l'Expo universelle de 58. Donc, qu'on ne me dise pas que le pouvoir politique n'est pas capable d'intervenir dans l'économie et de donner des lignes de direction, parfois, ou souvent avec le secteur privé, mais on ne peut pas imaginer que l'économie de marché naturelle se substitue au pouvoir régalien de l'État. Ce n'est pas possible. Et en fait, on a perdu cet attribut public. C'est ça le dommage de oui, société. mais l'État belge lui-même a sans doute moins d'autorité aujourd'hui qu'il n'en avait il y a 50 ans. Probablement, mais il n'y a pas que l'État belge. Il y a l'Europe, il y a plein de choses. Mais par exemple, en Europe, on aurait pu mettre en œuvre des politiques industrielles. On aurait pu réglementer toute une série de domaines, mais on est parti de l'idée que le marché savait mieux que les États. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les grands monopoles numériques, qui sont digitaux, comme on les appelle, qui sont américains, les fameux GAFA, en fait, pilotent le monde à distance et aspirent une grande partie des gains de productivité de nos économies européennes. Hamza Belagbi. En termes je reviens à la question d'alternative qui n'a pas été bien approfondie. Moi, je pense qu'il y a eu des exemples, des épisodes. J'en cite ceux de l'Amérique latine qui, eux, avaient une certaine forme, ce qu'on appelle un peu le populisme de gauche. Et vous allez nous reparler du Venezuela. Non, entre autres, sans les dérives démocratiques que ça a connues, mais depuis, l'exemple qui me revient et qui revient dans le chef de beaucoup de social-démocrates, c'est un peu l'apogée de la social-démocratie, c'est les 3 ans entre 70 et 73 au Chili. De Salvador Allende, où là il y a eu une certaine forme d'équation, d'équilibre entre l'économie de marché, mais avec une nationalisation de beaucoup de secteurs stratégiques, avec une petite part. Peut-être que les deux premières années de François Mitterrand, c'était ça aussi. Je pense que les gens du PCF diront pas ça, mais en tout cas, cette fameuse, je veux dire, équation de Mitterrand là, quand il a fait le programme commun, etc. Il y a eu. C'était un peu le dernier espoir après le reaganisme qui est apparu avec Thatcher, etc. Mais j'ai envie de dire que la déception n'a pas tardé à venir, ce qui, entre guillemets, nous donne, d'ailleurs cette expérience de Mitterrand avec le PCF, donne beaucoup d'essence à la machine du PTP pour les fameuses coalitions avec le PS, etc. Donc c'est super intéressant de revenir sur ces mécanismes-là. Oui, c'est vrai. Alors, Bruno Coleman, quand on entend ça, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a d'autres systèmes possibles? Oui, je pense qu'on pourrait, en tout cas, commencer par changer son mode de pensée. C'est le rapport au temps, finalement, je crois, qui distingue les sociétés. Et on sent tous l'imminence d'une dette à rembourser, qu'elle soit financière, sociétale, environnementale, climatique, on le voit partout. On pressent tous que dans 10 ans, nous serons face à des chocs importants, des points de discontinuité. Et donc, c'est un peu métaphorique, mais si dans le mode de pensée politique, toute décision, aussi infime soit-elle, était subordonnée à la question de savoir si c'est bon ou mauvais pour les futures générations, on pourrait réintégrer la notion de perpétuation des générations et de bien-être. Et ça recouvrerait l'idée du culte de l'intérêt général, qui est une notion que j'ai apprise quand j'étais jeune et que je n'entends plus beaucoup maintenant. Mais ça supposerait de changer le vecteur de temps. Au lieu d'anticiper ce qui n'existe pas encore dans une sorte de jouissance narcissique, pourquoi ne pas imaginer que nous nous contraignons pour le bien-être des futures générations? Moi, j'ai une fille qui a 19 ans. Je ne suis pas sûr que j'ai envie, si Dieu me prête vie, si tant est que Dieu existe, que dans 10 ans, je sois confronté au fait qu'elle soit elle-même, dans son début de vie d'adulte, confrontée à des chocs sociétaux dont la cause se situe dans ma génération. On est à présent dans une société qui est tellement individualiste, tellement égoïste, qu'on en est à un tel point qu'on s'en fiche des générations à venir et de l'héritage qu'on laisse.
Alors qu'on pourrait très bien, effectivement, on pourrait freiner la course au profit, on pourrait prôner la réduction du temps de travail, par exemple, on pourrait contrer l'épuisement des ressources humaines et de la terre, et puis aussi le capitalisme. Et pour l'instant, l'écologie, le capitalisme actuel, ce sont deux données qui sont absolument inconciliables. La seule fois où le système capitaliste s'intéresse encore à l'environnement, c'est pour faire du greenwashing et du marketing. Ça aussi, ça doit changer. Donc, c'est de manière générale toute notre conception de la société. C'est impossible. Le capitalisme vert, c'est un oxymore. C'est comme le socialisme de marché, comme dirait le capitalisme vert. Oui, il y a quand même des entreprises qui travaillent dans l'environnement. Non. Bien sûr, mais pour moi, une entreprise ne veut pas absolument dire capitalisme. Je sépare, mais en tout cas, quand une grande entreprise s'octroie le droit d'œuvrer dans le bien-être des générations futures et qui sort du cadre d'anticipation propre. Mais si ça rentre dans ses comptes, par exemple, si on tient compte de ça peut être une solution. Ça rentre rarement dans les comptes parce que quand c'est un peu le problème de la pensée d'anticipation, c'est qu'elle s'arrête à N+1, N+2, N+3 maximum. C'est ça, en fait. Si on prenait un système avec une croissance inclusive socialement et qui serait respectueuse de l'environnement, c'est absolument possible. Mais ça demande une telle réforme de pensée de manière générale. Et donc pas seulement de quelques entreprises, mais des multinationales et de l'être humain de manière générale. Et on parle souvent, Bruno Coleman, de décroissance. Est-ce qu'une société décroissante, est-ce que ça peut fonctionner ? En tout cas, on est en train d'y être confronté, puisque le taux de croissance de nos économies ne va pas dépasser 1%, 1,2% pour les 10 prochaines années. Mais ce n'est pas encore une décroissance. Non, mais on est... c'est une faible croissance. C'est une très très faible croissance qui est elle-même tempérée par une démographie qui est négative et des gains de productivité qui sont en baisse. Et pour moi, la vraie décroissance, c'est la décroissance de la population. On voit des économies développées, on voit l'Allemagne, on voit l'Italie, bientôt un jour la Belgique, la Corée et d'autres pays asiatiques, au sein desquels les gens ne veulent plus faire d'enfants, ce qui est quand même la négation d'un projet de société, tellement ils sont inquiets par la formulation que prend l'avenir. Alors, moi j'ai une vision un tout petit peu nuancée par rapport à la décroissance, parce que je crois que la croissance est une façon de gommer les inégalités sociales. Bien qu'en période de croissance, on ait vu que l'ascenseur social n'avait pas bien fonctionné, mais je pense que compte tenu des immenses défis qu'on a en termes d'engagement financier non sécurisé, je pense aux retraites et aux soins de santé, on a besoin de croissance. Par exemple, si aujourd'hui on n'avait plus de croissance du tout, qu'on était en croissance négative, il serait impossible d'honorer les engagements des personnes plus âgées, dont on sait le nombre grandissant par rapport à la population active. Donc on est un peu condamné à cette croissance. Ça veut dire que si on est dans une croissance moindre, comme je le disais, il faut réformer fondamentalement les systèmes sociaux et fiscaux, et qu'on ne peut plus transposer des systèmes sociaux et fiscaux dont les prélèvements sont uniquement sur le travail, comme on a pu le faire dans les périodes manufacturières ou de forte croissance. On va devoir partager différemment ce qui doit être partagé, parce que sinon, et on le voit déjà maintenant, on va arriver à des sociétés extrêmement dualisées, donc porteuses de chocs sociaux, dont finalement tout le monde sera les victimes. Donc, ça risque d'être la guerre civile. Est-ce qu'on peut faire, Paul Grosjean, une société frugale, une société finalement où on consomme moins, où on partage davantage les choses? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question philosophique. Moi, je crois que pour faire changer à ce point les habitudes, il n'y a qu'un État totalitaire qui pourrait l'imposer. En système démocratique, ça me paraît impossible, parce que voilà, les gens sont attachés à leur confort. C'est peut-être regrettable, mais c'est comme ça. Chacun a une vision individuelle. Voilà, et donc si on veut à ce point faire évoluer les habitudes, il n'y a qu'un État totalitaire qui puisse faire bouger les choses. Bon, évidemment, je ne suis pas pour le totalitarisme, mais la démocratie et évolution et révolution, c'est parfois antinomique. Hamza Belagbi. Juste brièvement sur la croissance, moi même chez les écolos en Europe, rares qui sont décroissants chez les écologistes. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est en fait la croissance, c'est un indicateur et qu'il faut en fait repenser les critères qui rentrent dans son calcul. C'est le même indicateur depuis, je pense, 50-60 ans. Vous me corrigerez si je me trompe, mais je pense que c'est quel critère on considère pour calculer cet indicateur de croissance, pour dire ce pays s'en sort mieux que l'autre, en tout cas il a une projection budgétaire dans le futur qui pourrait assurer les responsabilités de santé et de sécurité sociale. Dans tous les cas, il faut restaurer l'État.
Il faut restaurer l'État. Oui, cet État stratège de toute façon. Voilà, de toute façon, c'est un passage obligé. Oui. Oui. Emmanuel Foulon. Je veux dire que de manière consciente ou inconsciente, il y a quand même une majorité de la population qui se rend compte que ça ne fonctionne pas et qui réagit en fonction de cette société qui est peut-être un peu délétère. Effectivement, le taux de natalité a baissé dans énormément de pays, entre autres l'Allemagne, mais dans bien d'autres aussi. Et je reviens sur ce que tu dis, qui est intéressant, la recherche du totalitarisme. Faisons l'analyse ensemble sur le monde entier du nombre de pays, du nombre d'électeurs qui ont voté pour des partis populistes, extrémistes, mais de manière générale plutôt totalitaires. Et je peux parler d'Orban, mais je peux parler de bien d'autres. Il y a une vraie émergence d'une volonté totalitariste, ou même d'élus, de présidents élus démocratiquement qui imposent les choses. Oui, parce que les gens aussi, vu qu'ils ont besoin de solutions, sont prêts à se référer maintenant à peu près à n'importe quoi, du moment que ça donne un espoir d'une société différente. Mais je pense là-dessus, c'est super intéressant, dans le sens où, pour moi, c'est lié à l'expansion du marché. C'est qu'en fait, les gens ont l'impression, on a remarqué ça aussi, j'ai lu des très bonnes analyses sur la question des gilets jaunes en France, c'est qu'en fait, les gens ont l'impression, parce que le marché intervient dans toutes les sphères du vécu et de la vie sociale, et qui dit marché dit non-contrôle de l'État, dit une certaine forme comme on dit, que tout fout le camp. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le contrôle sur les dynamiques de vie, de production, de consommation, ce qui fait qu'il y a un recherche, j'ai envie de dire limite, de sens, freudien, d'ordre, en fait, d'organisation de la vie. D'ailleurs, ce qui revient dans le chef de l'Europe de l'Est. Ça, vous constatez aussi, ce retour au populisme, c'est en lien avec la crise. Le populisme, en fait, d'abord, il est très différent de continent en continent. Aux États-Unis, on promeut un milliardaire, donc on ne rejette pas le capitalisme. En Europe, c'est le contraire. En Europe, ce qui est frappant, c'est que les mouvements soient d'extrême gauche ou droite, on a une combinaison qui est quasiment invariable, à savoir plus de bénéfices sociaux, en tout cas pour les classes défavorisées, et un refus de l'immigration qui ramène d'ailleurs à cette idée de déterritorialisation du travail. Et finalement, les gilets jaunes, c'est assez intéressant, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait dans un premier temps? Ils ont mis un gilet jaune pour ne pas être heurtés par des voitures ou par des camions. Ils ont occupé des ronds-points ou des routes pour ralentir le flux d'économie, comme s'ils voulaient se réapproprier un certain tempo des cycles de production et de consommation. Je pense que ces mouvements vont s'amplifier. Parce qu'effectivement, ou bien on tombe dans un régime qui est dictatorial et on les nie, où ils en sont, où ces régimes en sont l'aboutissement, ou bien on a des systèmes anarchiques qui conduiront aussi à des pouvoirs un peu plus forts. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que ces mouvements veulent un État plus fort que ce qu'il n'est maintenant, parce que l'État ne les a pas protégés des forces de marché. C'est ça la synthèse. Et donc malheureusement, ce populisme conduit au renforcement d'un État dont je ne connais pas l'aboutissement, parce que quand on voit ce qui se passe en Italie, quand on voit l'expression verbale d'un Salvini, je trouve ça plutôt inquiétant finalement, alors que ce pouvoir avait peut-être dans un premier temps l'objectif d'être populiste au sens plus noble du terme. Bien sûr. Je propose de passer à présent à nos coups de cœur, parce qu'une émission Les Experts sans coup de cœur, ça n'existe pas. Alors après tout ce débat, Mzabel Akbir, sur l'économie et le monde, vous voulez nous parler tout à fait d'autre chose, domination masculine, c'est parce qu'il n'y a pas de femmes sur ce plateau entre autres, mais c'est surtout, c'est quelque chose qui m'a frappé durant cette dernière négociation de formation de majorité en Belgique, que ce soit dans les régions fédérales et ailleurs, où je vois que même dans la rencontre avec la société civile, les assemblées sont à 80-90% masculines, ce qui fait que il est temps de relire des ouvrages féministes, en tout cas qui amènent à réfléchir sur la domination masculine pour être conscient de nos privilèges, nous hommes, par rapport aux femmes. Donc j'invite à redécouvrir un peu de Bourdieu, ça fait jamais de mal. Donc c'est la domination masculine, et c'est un petit livre. Hein, il est tout petit, facile. Vous dites que la domination masculine, ça ne vaut pas 1000 pages. Ça doit être ça. En tout cas, c'est simple. C'est simple à comprendre. Emmanuel Foulon, vous voulez nous parler d'un livre aussi, Arcadie. Oui, d'Emmanuelle Bayamak Tam, qui est marseillaise et qui avait déjà écrit « Si tout n'a pas péri avec mon innocence ». En fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Farah et qui se demande ce que serait sa vie si elle était un homme. Et du coup, elle va rejoindre une communauté qu'elle espère être et qui est présentée comme une communauté idéale. Mais finalement, elle va en revenir assez vite. Le nom du livre, Arcadie, en fait, est le nom du gourou, ou en tout cas du chef de cette fameuse communauté idéale. Et en fait, c'est
plutôt une fable sur les hypocrisies de la vie. On en a abordé quelques-unes tout à l'heure et vous ne serez pas déçus. Satisfait, pas remboursé, mais satisfait. Et vous, Paul Grosjean, aussi un livre d'une belgo-française. Absolument, qui a été ministre française de la Culture, qui a démissionné assez rapidement, mais qui a eu un chapitre belge, puisqu'elle est née en Belgique. Et en fait, ce qu'on ignore souvent, et ça je l'ai lu dans son livre, c'est que pendant toute une période, elle était de toutes les luttes urbaines à Bruxelles, de les comités de quartier, etc., etc. Au moment où on parlait de la bruxellisation. C'est vrai que c'est peu connu, ce rôle de Françoise Nyssen. Voilà, et on parlait de capitalisme, on pourrait parler de capitalisme immobilier. Et il y avait des projets complètement délirants à Bruxelles, et elle a quand même permis de limiter la casse avec d'autres personnes, évidemment. Alors ça, c'est donc pour le conseil des experts. Moi, j'ai aussi un petit conseil de lecture un peu plus en rapport avec notre sujet. C'est Economics. C'est un livre fort bien fait, une histoire de l'économie en BD de Michael Goodwin et Dan Burr. C'est aux arènes BD. Vous connaissez Bruno Coleman ? Très bien fait. Et alors donc, ça permet d'avoir une bonne vulgarisation de ce qu'est l'économie et l'histoire de l'économie. Et ça explique pourquoi l'économie n'est pas absolue, et ça explique le nombre d'écoles d'économie qu'il y a eu depuis la nuit des temps, notamment les physiocrates, les mercantilistes, tous les courants de pensée. Donc c'est très 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 bien fait, effectivement. Voilà, à suivre. Là, en plus, c'est la nouvelle édition revue et augmentée. Et alors, vous vouliez nous parler aussi, Bruno Coleman, à votre tour, de ce qui s'était passé il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on parlait beaucoup d'Abbey Road et des Beatles. Moi, mon coup de cœur, c'est les Beatles, dont je suis un amoureux depuis que j'ai une dizaine d'années, parce qu'en 69, il y a 50 ans, c'était les derniers enregistrements des Beatles en studio à Abbey Road. Donc le dernier album, Let It Be, qui est sorti en 1970, n'a pas été enregistré en tant que tel, c'était des vieilles pistes qu'ils avaient utilisées. Le 8 août 69, c'est la fameuse photo des 4 Beatles devant Abbey Road, et l'album sort au mois de septembre. Mais c'est aussi Woodstock, c'est Apollo 11, donc je pense qu'il s'est passé dans l'été 69 des choses absolument inouïes, dont je suis content d'avoir gardé le souvenir, d'avoir gardé la pénétration un demi-siècle plus tard. Merci à tous d'avoir parlé de tout ça, d'économie. On parlera d'un autre sujet samedi prochain dans les experts estivaux. D'ici là, bonne fin de week-end à tous.